Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver entre guillemets, puisque la situation est bien différente de ce que nous avons vécu l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2020 et je vous parle d'Istanbul. J'ai le plaisir de vous accueillir chez moi, à mon bureau. Et bien sûr, on va faire semblant qu'on est le 8 janvier 2021 et que nous sommes plus ou moins dans ce magnifique amphithéâtre de Marguerite de Navarre au Collège de France, cet amphithéâtre qui me manque tellement. Votre présence, la présence de 400-500 personnes, qui est toujours un encouragement extraordinaire et quelque chose qui, pour moi, est essentiel lorsque je donne des cours. Donc je ne suis pas ravi de cette situation nouvelle. Je ne suis pas ravi de devoir m'enregistrer avec un succès que l'on verra. C'est mon premier essai. J'espère que ce sera le bon. De toute façon, je n'ai pas l'intention de me reprendre à chaque fois que je bafouille ou que j'ai un trou de mémoire. Je pense que pour conserver un semblant de réalité, un semblant d'authenticité, il faut faire ça en continu et je laisserai à l'équipe du Collège de France le soin de peaufiner, s'il le faut, cet enregistrement. En tout cas, j'en profite pour les remercier dès maintenant du travail qu'ils vont avoir à fournir. Et en plus, ça n'est pas que moi, c'est la plupart des professeurs qui vont communiquer avec leur public de cette manière. Donc nous sommes en train de nous habituer à un nouveau monde, à une nouvelle norme qui est fort désagréable, qui est fort difficile, mais d'un autre côté, loin de moi l'idée que je devrais me plaindre de la situation dans laquelle je me trouve. Je considère que je fais partie d'une minorité, d'une heureuse minorité, d'une minorité qui a énormément de chance, de gens qui peuvent exercer leur métier dans un isolement presque complet, qui ont accès à leurs sources, à leurs matériaux par des moyens virtuels, le web, toutes les bibliothèques qui sont maintenant en ligne, les archives de même. Et par conséquent, quand je pense à la difficulté que représente cette situation, cette nouvelle vie, pour la plupart des gens, je ne prétendrai jamais me plaindre d'une situation qui est, de mon point de vue, après tout, fort tolérable. Elle est ce qu'elle est, elle est déprimante, elle est opprimante, mais encore une fois, je pense que je la tiens par le bon bout. Et depuis mon confinement en mars, après avoir terminé mes cours au Collège de France en février, depuis mon confinement, donc il y a à peu près 9 mois, j'ai travaillé plus ou moins normalement. En fait, j'ai même travaillé peut-être un peu plus que d'habitude. On a plus de temps à passer devant son écran d'ordinateur. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne devrais pas me plaindre de cette situation. En revanche, évidemment, je ne le dis pas de manière dramatique, mais vous me manquez. Je vous l'ai dit, j'aime avoir un public, j'aime pouvoir communiquer avec un public, et le côté impersonnel de cet enregistrement, sans savoir qui l'écoutera, qui regardera cette émission, cet enregistrement, c'est quelque chose qui me déplaît malheureusement, qui me déplaît souverainement. De même, ceux d'entre vous qui ont assisté à mes cours jusqu'ici savent que j'ai tendance à gesticuler, que je ne parle jamais assis, que j'ai tendance à m'exciter un peu lorsque je fais mon cours, et les conditions d'un enregistrement ne sont absolument pas les mêmes. Je ne me permettrai pas ce genre de mouvement. J'essaierai de me tenir beaucoup plus tranquille. Ce qui me coûte aussi, mais encore une fois, ça fait partie des règles du jeu et je pense qu'il faut s'y plier.
Je vais commencer, bien sûr, comme à l'accoutumée, par ce que j'appelle rappels et reprises, ou bien reprises et rappels. J'alterne chaque année une sorte de résumé de ce que nous avons fait l'année précédente pour vous remettre, entre guillemets, dans le bain. Mais avant cela, je voudrais quand même d'abord m'inquiéter de vous, c'est-à-dire vous souhaitez d'avoir passé ce confinement dans des conditions au moins aussi bonnes que moi, de ne pas avoir eu à pâtir, à souffrir de la maladie, de ce virus. J'espère qu'il en est de même de vos proches, de votre famille, et que par conséquent, nous pouvons reprendre avec cette pseudo-normalité, nous pouvons reprendre notre cours sans faire le deuil, sans être trop attristés par les conditions nouvelles qui nous sont imposées. J'ai eu déjà une occasion de m'exercer à ce genre d'activité, à ce genre d'enregistrement, lorsque le collège m'a demandé de participer à cette campagne en mai ou en juin, si je ne me trompe, où les chercheurs du collège étaient invités à s'enregistrer pour proposer ce qui était appelé un propos de chercheur, c'est-à-dire une petite vidéo de quelques minutes, d'une dizaine de minutes, sur un sujet qui leur paraissait intéressant, qui était en rapport avec leur cours et qui pourrait, en quelque sorte, aller vers le public dont le collège était coupé depuis déjà quelques mois à cette époque-là. Et j'avais choisi de combiner l'intérêt que j'ai sur la symbolique d'État, les symboles, et une situation de pandémie, puisque j'avais fait un petit propos sur la crise de 1865, donc la pandémie du choléra qui est venue frapper Constantinople, Istanbul en 1865, qui a fait énormément de morts, des dizaines de milliers de morts. Et j'en avais profité pour étudier un objet, une petite médaille qui avait été frappée par l'État ottoman à cette époque-là, non pas pour commémorer le choléra, loin de là, puisque le choléra était tellement craint qu'on ne prononçait même pas le mot, on parlait de illet ma'loumeh, la maladie, donc entre guillemets, pour éviter d'invoquer en quelque sorte le mal qui se cachait derrière cette épidémie. Et cette petite médaille avait été frappée à l'occasion du congrès international sanitaire qui s'était tenu à Constantinople l'année suivant cette épidémie. Et j'y avais trouvé, et je n'ai toujours pas de réponse, une sorte de symbolisme mystérieux, puisqu'on y voyait un arbre qui représentait apparemment ce mythe fondateur de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'arbre qui jaillit des entrailles d'Osman dans son rêve, alors qu'il n'est pas encore sultan, il n'est pas encore au pouvoir, et ce symbolisme, cet arbre qu'il voit en son rêve, est interprété par son futur beau-père, un cheikh Edebali, qui voit une sorte de préfiguration de la dynastie d'Osman qui prendrait souche dans ses entrailles, en quelque sorte, et dont les branches s'étendraient sur une vaste géographie, sur de vastes contrées,
qui serait amené sous le contrôle, sous le règne des descendants d'Osman. C'est une médaille que j'avais eu à étudier lorsque je m'étais penché sur la question des médailles, des ordres, une sorte de nouveauté du XIXe siècle que j'ai à plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer lors de mon cours. Mais j'avais été amusé en quelque sorte par cette occasion qui m'était donnée de combiner cet intérêt pour la symbolique étatique avec une situation catastrophique, une situation d'épidémie, de pandémie tout à fait catastrophique. Et j'y avais noté notamment que la manière dont le gouvernement ottoman en 1865 avait géré cette crise était épouvantable. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement avait tout simplement ignoré l'affaire, avait regardé de l'autre côté, avait tourné le regard, avait essayé d'ignorer tout simplement, dans l'espoir qu'elle disparaîtrait, d'ignorer cette épidémie avec les résultats que l'on connaît. Il est vrai que l'État ne disposait pas vraiment de moyens extrêmement efficaces pour combattre la maladie, mais la quarantaine existait, il y avait des lazarets, mais j'avais été très surpris de voir, d'après la Gazette officielle, que, en gros, le discours du gouvernement était de dire que c'était des racontars, c'était des rumeurs qui circulaient au sujet de cette maladie et qu'en fait, Dieu et le sultan aidant, il ne pouvait rien se passer de mal à Constantinople ou dans le reste des territoires de l'Empire ottoman. Et malheureusement, je constate que la situation en Turquie pendant la pandémie, aujourd'hui, en cette année 2020, n'a pas été très différente. La première réaction du gouvernement a été la bonne, c'est-à-dire que dès mars, des précautions, des mesures ont été prises pour essayer de contenir la propagation du mal, pour essayer d'arrêter la contagion. Vers le mois de juin, il y a eu même une sorte de couvre-feu, c'est-à-dire que les gens ont été obligés de s'isoler à coups de trick, entre guillemets, puisque la loi interdisait de sortir de son domicile. Et puis tout d'un coup, lorsque les chiffres ont baissé, lorsque la pandémie a eu l'air de se ramollir un peu, le gouvernement a un peu lâché complètement son contrôle de la situation. Et la population aussi. Et je crois que c'est une situation que nous avons connue un peu partout dans le monde, en Europe comme en Amérique. Il y a eu une sorte de relâchement pendant l'été, une sorte de laxisme qui était en gros encouragé par l'impression, l'illusion que la pandémie n'allait pas refrapper et que la première vague serait la dernière et qu'elle était en train de s'éteindre. Or, nous le savons, partout dans le monde et en Turquie aussi, la pandémie a repris du poil de la bête dès la fin du mois d'août, dès septembre. Et c'est là que le gouvernement a eu la mauvaise idée de faire à peu près ce que le gouvernement ottoman avait fait en 1865, donc 150 ans plus tôt, c'est-à-dire d'ignorer l'affaire, voire même de la cacher, c'est-à-dire de manipuler les chiffres, de donner l'illusion que la mortalité et que le nombre de cas était bien plus bas qu'en Europe, qu'aux États-Unis bien sûr, et ça n'a fait que renforcer la confiance du public à un moment où il fallait au contraire serrer la vis, à un moment où il fallait au contraire faire très attention pour éviter toute résurgence de la pandémie. Et jusqu'à très récemment, jusqu'au mois de novembre, nous avons été exposés à des chiffres qui étaient faux,
d'ailleurs qui était déclaré faux par les associations de médecins, par quiconque avait un peu de jugeote et qui voyait que les chiffres ne représentaient forcément pas la réalité qui était bien pire. Les municipalités ont commencé à publier les chiffres des inhumations suite à des décès pour cause de contagion. Et ces chiffres étaient 2 ou 3 fois plus élevés que les chiffres de mortalité qui étaient annoncés par le gouvernement. La raison en étant que, probablement sous pression, beaucoup de décès étaient tout simplement qualifiés de contagieux sans référence directe à Covid, à Covid-19, au virus. Et par conséquent, le réveil a été très dur. Le réveil a eu lieu donc il y a quelques semaines, et maintenant nous nous retrouvons dans une situation qui est tout à fait comparable à celle de la plupart des pays en Europe et en Amérique, avec des moyens pour combattre qui sont peut-être plus réduits, notamment lorsqu'il s'agit de la planification de la vaccination dans les semaines et les mois à venir, puisque apparemment le gouvernement n'a pas prévu de faire des stocks de vaccins, et que par conséquent nous serons probablement confrontés à une situation où un nombre insuffisant de vaccins seront administrés à une partie de la population selon une hiérarchie dont on ignore tout, et que nous serons probablement obligés d'avoir recours à un vaccin, le vaccin le plus accessible, le vaccin chinois, dont on dit beaucoup de bien. Ce n'est pas une question de confiance, mais c'est simplement une question de chiffres. Et il est fort à craindre que la situation doive empirer dans les semaines et les mois à venir. Donc dans cette situation-là, il était tout à fait impensable que je puisse me rendre à Paris, d'autant plus que le collège ayant fermé ses portes, l'amphithéâtre de Marguerite de Navarre étant inaccessible, j'aurais probablement dû répéter cette procédure, c'est-à-dire m'enregistrer à une plus courte distance, mais franchement, ça ne changeait absolument rien. Et nous avons donc pris la décision d'annuler mon cours en présentiel cette année et le remplacer par ce que vous voyez en ce moment. Le programme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter le programme de mon cours cette année, mais vous avez peut-être remarqué qu'au départ, il y avait un petit hiatus, une interruption le 15 janvier. Je commençais aujourd'hui même, donc le 8 janvier, entre guillemets, n'est-ce pas, nous faisons semblant. Je commençais donc le 8 janvier et je sautais le vendredi suivant, le 15 janvier, pour reprendre le 22 et ensuite terminer mes 5 derniers cours jusqu'à la mi-février. La raison en était simple. Un de mes collègues, M. Compagnon, avait un colloque qu'il avait organisé ce vendredi-là, et par conséquent, j'avais proposé de céder ma place, mes horaires à M. Compagnon, et cela explique donc ce hiatus du vendredi 15. Cependant, la situation ayant changé, et maintenant, étant donné que nous sommes passés au distanciel, à l'absentiel, appelez ça ce que vous voulez,
La raison pour laquelle j'avais annulé mon cours ou reporté mon cours du 15 janvier n'a plus lieu et par conséquent, je vais continuer le 15 janvier. Donc normalement, je vais poursuivre mon cours pendant les 5 semaines qui suivent en continu, donc tous les vendredis de 2 heures à 3h30. J'ai décidé aussi, parce que là aussi, il y avait toujours la possibilité de changer, puisque le choix que j'avais fait d'1h30 par séance était un peu dicté par le fait que j'ai un poste à Istanbul et que j'essaye autant que possible de compacter, de raccourcir mon cours à Paris afin de réintégrer mon université à Istanbul. J'aurais pu, cette fois-ci, retomber sur un rythme plus normal, entre guillemets, d'1 heure, faire 9 cours d'1 heure au lieu de 6 cours d'1h30. J'ai préféré quand même maintenir la tradition. D'abord parce que la tradition a toujours du bon, et je pense qu'une fois que, ça fait quand même 3 ans, c'est la 4e année, une fois qu'on a un rythme bien établi, il n'y a pas de raison de le changer. Et par ailleurs, je ne vous cacherai pas que la formule d'1h30 m'est très confortable. C'est une durée un peu plus longue que l'heure qui se termine si vite, les 60 minutes qui passent si vite. Et pour la manière dont j'essaye de délivrer mon cours, donner mes leçons, j'ai observé au cours des années que cette durée d'1h30 était très confortable, très pratique, et par conséquent, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je la conserve. De toute façon, l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez arrêter et reprendre, ou ne pas reprendre, quand vous voulez. Ça nous donne quand même beaucoup plus de flexibilité que lorsqu'on se sent confiné dans un amphithéâtre pendant 1h30. Alors, je vous le disais, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par mes rappels. Reprises et rappels, c'est-à-dire essayer de faire un peu le point sur la dernière saison de mon cours, vous rappeler ce qui me paraît être des points, des dates, des événements, des discussions, des questions importantes, des questions sur lesquelles nous aurons probablement à revenir. Donc je pense que ces rappels sont non seulement utiles mais nécessaires. Et reprise. Donc, où est-ce qu'on reprend? Avec quelles questions est-ce que l'on reprend? Dans mon cas, il y a de toute façon une question sous-jacente, une question qui couvre la totalité de mon cours, qui est celle de l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Donc, nous avons là une équation à deux, je ne dirais pas à deux inconnus, à deux connus, une équation qui change avec le temps, mais en gros, nous avons ce que nous appelons l'Empire ottoman et qui deviendra la Turquie d'un côté, l'Occident, l'Europe et bien sûr l'Amérique plus tard, donc l'Occident de l'autre, et c'est ce face-à-face, c'est cette interaction, ces interagissements que j'essaye d'observer, de décrire, de questionner lors de mon cours. Donc la question majeure, elle reste la même. Que se passe-t-il dans cette relation difficile, souvent difficile, parfois euphorique, parfois catastrophique, entre l'Empire ottoman et l'Occident? Qu'est-ce qui, dans l'Empire ottoman, est en train de changer selon soit des normes qui sont empruntées à l'Occident, ou alors du fait de pressions qui sont exercées par l'Europe, des pressions politiques, des pressions parfois militaires. Nous en avons vu beaucoup d'exemples. Bien sûr, ma focalisation, mon accent est sur l'Empire ottoman, sur
Constantinople, parce que, après tout, c'est la capitale de l'Empire, et je suis, dans mes recherches, dans ma carrière, j'ai toujours été très fortement impliqué dans une vision très, très centrale de l'Empire. J'ai toujours reconnu que c'était un défaut, ou que cela pouvait être un défaut, surtout si on l'ignore, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la périphérie, des provinces, loin de moi donc l'idée de pouvoir parler des dynamiques souvent extrêmement complexes et d'ailleurs souvent méconnues de la vie économique, sociale, politique dans telle ou telle province de l'Empire. J'ai toujours été très centré sur Istanbul. Mais d'un autre côté, la logique même de mon questionnement, ce rapport entre l'Empire ottoman et l'Occident, il faut reconnaître qu'il passe en général par Constantinople, il passe par la capitale, c'est là que se trouvent les passeurs, les médiateurs, les acteurs de cette conversation entre l'Empire ottoman et l'Occident. C'est là aussi que se déploient les indices les plus marquants, les plus évidents, les plus flagrants de la transformation de l'Empire ottoman sous l'influence ou sous l'inspiration de l'Occident, que ce soit l'architecture, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les lettres, que ce soit les arts, que ce soit la politique même, puisque après tout c'est la capitale de l'Empire. Tout se passe, beaucoup de choses se passent à Istanbul même, ce qui rend légitime, j'imagine, le fait de se concentrer sur les dynamiques de la capitale, du gouvernement, du palais, puisqu'il y a un système où le palais n'est toujours pas symbolique, où il participe directement, et on l'a vu avec Mahmoud II, très fortement dans la politique. Donc la différence, la frontière entre gouvernement et État, entre gouvernement et palais est extrêmement mobile, elle est extrêmement vague. C'est d'ailleurs quelque chose, et vous savez à quel point j'aime de temps en temps établir des parallèles entre le passé et le présent, tout en vous avertissant à chaque fois qu'il faut le faire avec des pincettes, que les comparaisons, même les plus aguichantes, sont parfois extrêmement dangereuses, puisque c'est un raccourci qui ignore parfois des hauts et des bas, des transformations qui rendent cette comparaison tout à fait inutile. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans le fait qu'un des problèmes de la Turquie actuelle, de la Turquie républicaine pendant toute sa carrière de 90 ans, mais particulièrement aujourd'hui, c'est justement le fait que la délimitation, la différenciation entre État et gouvernement n'est pas nette, et que par conséquent, il y a une tendance à l'amalgame entre les deux, et ce, généralement au profit d'un gouvernement qui est assez puissant pour happer, pour conquérir l'État, et qui par conséquent revendique des droits qui ne seraient pas les siens s'il avait été simplement gouvernement. Et je l'ai toujours dit, je pense l'avoir répété déjà, le problème majeur qui rend cette confusion, ce côté vague de la politique possible, c'est essentiellement le manque d'institutions fortes, d'institutions fortement ancrées, solides, des institutions étatiques qui auraient assez d'autonomie, assez de pouvoir et assez de légitimité pour pouvoir s'imposer et défendre l'État dans les situations, somme toute assez fréquentes, où le gouvernement aurait tendance à abuser de son pouvoir et à grignoter en quelque sorte, voire même à conquérir tout simplement l'État
et se l'approprier afin de consolider son pouvoir. C'est là que nous avons un point qui recoupe en quelque sorte la discussion que nous avons eue depuis quelque temps, depuis 3 années, au sujet de l'Empire ottoman, c'est que la plupart de ces transformations du XIXe siècle, la plupart de ces transformations que l'on va qualifier de modernisation, voire même d'occidentalisation, elles ont un rapport plus ou moins direct avec la création, l'établissement de nouvelles institutions. Et ces nouvelles institutions sont parfois bâties un peu à la hâte, pas assez solidement ancrées, et par conséquent, elles créent ce vide institutionnel qui permet à certaines formes du pouvoir de s'insérer, de se fondre dans les interstices de l'État et du gouvernement afin de manipuler et de contrôler l'État. Je pense par conséquent que le côté institutionnel de cette histoire et par conséquent la capacité ou non de l'Empire ottoman à se munir de nouvelles institutions qui pourraient porter, consolider et confirmer la modernité dont tous rêvent au XIXe siècle, je pense que ce questionnement, cette question est extrêmement importante. Donc, des rappels et une reprise, je commencerai dans quelques instants. Après cela, nous allons pouvoir entamer la discussion proprement dite, c'est-à-dire avancer encore d'environ 20 ans, pour des raisons mystérieuses, allais-je dire, mais je pense qu'elles sont assez compréhensibles. Un rythme s'est formé au cours de ce cours, qui fait que chaque année, je traite environ d'une vingtaine d'années. J'avais commencé à la toute fin du XVIIIe siècle avec des rappels des périodes précédentes, mais en gros, ma première année avait plus ou moins couvert la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1820. Ensuite, la seconde année s'était concentrée sur une période, la période suivante, les années 1820 et 1830. Je m'étais arrêté pour des raisons évidentes en 1839, puisque c'était là le point de départ d'une autre phase de modernisation avec les Tanzimat. La troisième année, celle que nous avons vécue en janvier 2019, 2020, se concentrait sur les années 1830 et 1840. J'avais terminé en parlant d'un firmament l'autre, en évoquant cette période couverte, cette période intermédiaire entre l'édit des Tanzimat et l'édit de 1856 qui donne la légalité pour la première fois à toutes les populations, tous les sujets de l'Empire ottoman. Donc encore une fois, une vingtaine d'années, grosso modo. Et je pense que cette fois-ci, nous allons faire la même chose, c'est du moins ce que j'ai planifié. Nous allons commencer dans les années 1850. 1856 est une date charnière, mais il faudra toujours reculer un peu pour mieux avancer, selon la formule consacrée. Nous commencerons donc dans les années 1850-55 pour terminer en 1876. 1876, une année charnière, encore une fois, une date extrêmement importante qui nous permettra d'introduire la cinquième dernière saison de mon cours. J'ai tenté de donner des titres plus ou moins aguichants
à mes leçons. La prochaine leçon, celle du 15 janvier, portera sur ce que j'appelle la ruée vers l'Occident, puisque nous l'avons déjà vu un peu dans les années 1840, il y a un engouement pour l'Occident, il y a un enthousiasme qui est encore plus accru par l'acceptation de l'Empire ottoman au sein de ce qu'on appelle le concert de l'Europe à la fin de la guerre de Crimée en 1856, donc une période extrêmement positive, du moins qu'il est ressenti comme telle, où l'Empire va s'engager vraiment, complètement, dans un mouvement de modernité à l'occidentale, alla franca, comme on disait en italien, alla franga, comme on dit en turc, pour décrire quelque chose qui est vraiment calqué ou fortement inspiré d'un modèle occidental, franc. La ruée vers l'Occident, j'ai proposé les dates de 1856 à 61. J'arrête en 61 parce qu'il y a un changement de règne. Je ne suis pas de ceux qui prônent une vision événementielle et dynastique de l'histoire, mais dans le cadre de la passation de pouvoir entre Abdülmecid, que l'on a vu accéder au trône en 1839 et qui mourra en 1861, et son frère Abdulaziz, qui montera sur le trône en 1861, je pense qu'il y a quand même de quoi séparer ces deux règnes. Il y a matière à présenter cette césure, cette passation de pouvoir, comme étant une illustration de la manière dont l'Empire ottoman se cherche un peu plus vers l'Orient, après cet engouement très particulier pour l'Occident. On verra qu'avec Abdulaziz, les choses changent un peu et se tournent un peu plus vers l'Orient, ne serait-ce que dans le symbolisme. Donc cette période qui est très courte, encore une fois, je la date de 1861 à 1866-67 et je l'ai intitulée, ce sera donc la troisième leçon, si je ne me trompe, le 22 janvier, ce sera une leçon intitulée Enthousiasme et occasion ratée. Vous savez que j'aime les contrastes, et je pense que les contrastes font l'histoire. C'est-à-dire que même dans les périodes les plus fastes, il y a toujours un côté négatif, un côté un peu plus sombre de la réalité historique, et cela encore plus dans le cas de l'Empire ottoman, qui est en train de se chercher et qui, dans les années 1860, va être confronté au premier problème vraiment concret, grave, concret, concernant l'économie, concernant les finances, concernant la gestion même de cette modernité. Par conséquent, étant donné qu'il y a à la fois continuité avec la période précédente, c'est-à-dire une tentative de continuer sur cette poussée, sur cette lancée de l'occidentalisation, mais qu'il y a en même temps des points où cet engagement commence à faiblir, où cet engagement commence à rencontrer des problèmes de taille, j'ai pensé à donner cet intitulé un peu paradoxal, Enthousiasme et occasion ratée. J'ai ensuite une quatrième leçon qui couvre une période encore plus courte, courte parce qu'elle est riche en événements qui sont extrêmement voyant, même un peu tape à l'œil, un peu m'as-tu vu, puisque je prends ces 3 années de 1867 à 69 où nous verrons un échange de bons procédés
au plus haut niveau, puisque en 1867, Abdulaziz, le sultan, se rendra en Europe. Il commencera son tour européen en France, à l'occasion de la clôture de la célèbre exposition universelle de cette année-là. Ensuite, il ira à Londres, de là en Belgique et ensuite en Autriche. Donc un tour européen, et c'est une première, c'est la première fois qu'un sultan se déplace en dehors de ses domaines et qu'il va en plus en Europe, c'est-à-dire chez l'ennemi, chez les chrétiens, chez l'infidèle, etc. Donc c'est un moment très fort pour les Ottomans, mais un moment très fort aussi en Occident. L'Occident est fasciné par cette première visite. On sait à quel point les visites d'ambassadeurs au XVIIIe, voire même au XIXe siècle, avaient attiré la curiosité du public occidental, notamment en France en 1721, lorsque Yemesekiz Mehmet Çelebi s'était rendu à Paris en ambassade. On connaît assez l'engouement de la population parisienne pour cette bête rare, cette créature étrange, ce type exotique qu'était l'envoyé enturbané du sultan. Donc Abdulaziz, même s'il n'est pas enturbané, il ne porte que le fez, et qu'il porte la redingote, le costume national, désormais national, qui avait été instauré par Mahmoud II, Abdulaziz fera sensation, d'autant plus qu'il est accompagné de sa cour, de certains hommes d'État et de membres de sa famille. Il a son propre fils et deux de ses neveux, les deux d'ailleurs qui finiront par accéder au trône après lui, Mourad et Abdulhamid. Donc c'est un contexte d'exotisme, mais un exotisme qui se double de cette fascination pour le progrès, pour la modernité occidentale, puisque Abdulaziz va être reçu par Napoléon III, il va participer à la remise des prix à la fin de l'exposition universelle, donc il va participer à ces cultes de la religion internationale du progrès que sont les expositions universelles. Et en 69, c'est-à-dire 2 ans plus tard, c'est au tour des Ottomans de recevoir la visite d'une personnalité prestigieuse. Ce n'est pas la première fois qu'une tête couronnée ou presque couronnée rend visite à l'Empire ottoman et au sultan. Beaucoup de princes, et vous vous souviendrez peut-être du prince de Joinville, on avait beaucoup parlé de lui et de ses dessins, les dessins qu'il avait croqués lors de la proclamation de l'édit des Tanzimat en 1839. Donc il y a énormément de princes et voire même de rois qui se rendent à Constantinople en visite plus ou moins officielle. Mais là, ça n'est pas n'importe qui, c'est Eugénie. Eugénie va se rendre à Constantinople et elle s'y rend parce que sa destination finale, c'est l'Égypte. C'est Suez, c'est l'inauguration du canal de Suez, qui est un événement majeur, un événement technologique, industriel, mais aussi politique majeur, puisque c'est quelque chose qui va quand même chambouler les équilibres à la fois économiques et politiques de la Méditerranée, de l'Europe, pendant les décennies qui suivent. Donc, encore une fois, c'est un événement majeur, et j'ai choisi, c'est toujours un choix qui est discutable, mais c'est un peu comme ça que j'essaye d'argumenter mon cours, j'ai fait le choix de me focaliser sur ces 2 visites pour parler de ce que j'appelle les dernières illusions. Mon pessimisme reprenant le dessus,
je signale déjà que les choses vont aller bien moins bien que dans les années 1850 et 60, et qu'en fait on est en train d'aller vers une crise. Mais on y va en beauté, si vous voulez, une explosion de feux d'artifice, puisque deux visites impériales comme ça qui se suivent, c'est quelque chose qui, encore une fois, fait mousser cette illusion de l'accession de l'Empire ottoman à la civilisation occidentale, à l'Europe. Et cette leçon, donc si mes calculs sont bons, le 15-22, ce sera donc le 29 janvier que nous parlerons de ces illusions, de ces dernières illusions. La séance suivante, si je ne me trompe, le 5 février, sera consacrée à ce que j'appelle désormais une crise prolongée. Une crise prolongée puisque c'est une crise financière, c'est quelque chose qui va amener en 1875 la banqueroute de l'Empire ottoman. Donc de 1870 à 1875, nous avons une période extrêmement néfaste qui est en quelque sorte un retour de bâton des excès qui ont été commis dans les années 1850-60, trop d'emprunts, trop d'enthousiasme, un manque de rigueur dans la gestion de l'économie, des dépenses absolument faramineuses et pharaoniques qui ne rapportent pas grand-chose, des palais, etc. Bref, une crise qui est essentiellement économique, mais qui va se traduire aussi par une instabilité politique, autant dans le système lui-même, au centre même à Constantinople, où l'on commence à voir des révoltes, des démonstrations, des manifestations de certains groupes qui s'insurgent contre la montée en puissance d'Abdulaziz, qui a des velléités d'autocrate et qui jusque-là avait été plus ou moins contrôlé par les hommes d'État des Tanzimat, notamment Fouad Pacha et Ali Pacha. Après la mort, l'un après l'autre, de ces deux hommes d'État, Abdulaziz est, si vous me passez l'expression, il est déchaîné. Il est déchaîné, c'est-à-dire qu'il pense avoir la possibilité d'exercer un pouvoir absolu. Certains l'y encouragent d'ailleurs, et par conséquent, c'est un retour à un système que l'on croyait plus ou moins enterré depuis 1839, puisque Mahmoud II était le dernier des autocrates, celui qui avait à coup de réformes extrêmement violentes, c'était c'était le titre d'une de mes leçons, à coup de réformes extrêmement violentes, avait imposé son autorité incontestée sur le système politique et social, et qui par conséquent avait, jusqu'à sa mort en 1939, tenu l'Empire tout entier et la classe politique, la classe dirigeante, par la terreur, en quelque sorte, une terreur, la terreur de l'arbitraire, la terreur de l'autocratie. Et vous vous souviendrez, 1839, les Tanzimat, c'est un peu une réaction à cela, et c'est une tentative, même si ce n'est pas vraiment une charte constitutionnelle, c'était quand même une tentative d'essayer de limiter le pouvoir du sultan, avec pour conséquence immédiate le fait qu'il en découlait une sorte de montée en puissance de la classe dirigeante, de cette nouvelle génération d'hommes d'État qui vont essayer d'instaurer un régime de droit, un État de droit, tout en maintenant quand même, par le haut, un contrôle parfois extrêmement puissant sur la politique, étouffant en quelque sorte tout risque de parlementarisme, de constitutionnalisme. C'est un peu ce qu'on appelle les Tanzimat, c'est-à-dire la révolution par le haut, et une révolution
qui est plus ou moins accepté, béni par le sultan, et dans le cas de Abdülmecid, on peut dire qu'il avait en gros joué le jeu, c'est-à-dire qu'il s'était effacé pour reprendre un rôle beaucoup plus symbolique et représenter l'État plutôt que le diriger, laissant à la classe politique le soin d'imposer, encore une fois par le haut, cette réforme, cette occidentalisation, cette tentative de remodeler, de reformer l'État pour en faire quelque chose qui soit compatible avec le modèle occidental, le modèle entre guillemets civilisé tel qu'on l'imaginait à cette époque-là. Donc le 5 février, une crise prolongée, ces 5 années noires, qui se terminent par une année qui n'est même pas noire, elle est plus que noire. Je l'appelle parfois l'annus horribilis. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire des nations. Les Hollandais, les Néerlandais ont leur annus horribilis. La reine d'Angleterre a récemment évoqué un annus horribilis de son propre règne en parlant des drames qui avaient secoué la famille, la monarchie britannique. Mais là, je crois que 1876, dans l'Empire ottoman, c'est une année qui mérite tout à fait d'être qualifiée d'horrible, d'annus horribilis, même si j'ai opté pour un titre différent, un titre un peu plus chantant, un titre un peu plus amusant et un titre qui n'est jamais utilisé dans le contexte de l'Empire ottoman alors qu'il s'impose puisque nous y voyons la passation de pouvoir non pas d'un sultan à l'autre mais de 2 sultans consécutifs à un dernier, c'est-à-dire que nous avons un cas typique d'une année de 3 souverains. Donc j'ai appelé ça l'année des 3 sultans, puisque Abdulaziz sera déposé par un coup d'État, le premier coup d'État moderne où l'armée et la bureaucratie s'engagent justement dans une sorte de révolte institutionnalisée contre un souverain jugé trop autoritaire. Il est remplacé par son neveu, un de ses neveux qu'il avait accompagné à Londres, Mourad, qui est très intéressant parce qu'il est très occidentalisé, il est franc-maçon. Pour vous dire, c'est quelque chose qui dit à quel point il est engagé dans la voie de la modernité occidentale avec pratiquement un élément de soumission aux règles du jeu telles qu'elles se jouent en Occident. Quelqu'un qui est ravi de savoir que le prince de Galles est lui aussi franc-maçon et qui voit par conséquent une sorte de parallèle entre son propre statut et celui du prince de Galles sous Victoria. Seulement, c'est un sultan qui ne durera pas longtemps, il fera long feu malheureusement, puisqu'il est instable émotionnellement, il est alcoolique, ce qui ne pardonne pas, et par conséquent, dès qu'il apprend le suicide, entre guillemets, alors on ne sait toujours pas si Abdulaziz s'est suicidé ou non, mais dès qu'il entend cette nouvelle et qu'il en déduit qu'il sera accusé d'avoir causé la perte de son oncle, il tombe dans une dépression profonde, une dépression manique, un épisode manique dépressif, comme on dit, je crois, sans empiéter sur la profession des psychologues et psychiatres. Et par conséquent, au bout de 3 mois, il doit être destitué à son tour, et c'est ainsi que s'ouvre la porte au règne d'Abdülhamid. Alors lui, qui
qui durera longtemps, puisqu'il restera sur le trône jusqu'en 1909, donc pendant 33 ans. Et nous le savons, il va inaugurer une phase nouvelle de l'Empire ottoman qui va en quelque sorte sortir de l'équilibre des Tanzimates pour réinstaurer une autocratie dirigée par le sultan et par le palais, tout en maintenant les côtés purement techniques de la modernité, en créant des institutions modernes qui vont aider en quelque sorte à, j'aime à comparer l'autocratie d'Abdulhamid à la Troisième République en France. C'est un peu la Troisième République de l'autocratie, c'est-à-dire qu'on y voit beaucoup de phénomènes qui sont typiques de la constitution de l'État-nation et de la mainmise de l'État sur les moyens d'intégration de la population par l'enseignement, par la conscription, par tous ces mécanismes que l'on associe avec la montée en puissance de l'État moderne. Donc il va user de tous ces moyens techniques, technologiques et institutionnels de la modernité, mais il va aussi tuer dans l'œuf la très courte expérience de l'Empire ottoman avec le parlementarisme, le régime constitutionnel, puisque en 1976, pendant cet annus horribilis, il y aura quand même la promulgation, la proclamation de la première constitution, mais elle ne durera pas longtemps, et au bout de 2 ans, la défaite russe aidant, Abdulhamid va pouvoir se tailler son propre pouvoir autoritaire, autocratique, un peu à la manière des tsars de Russie, et cela va durer jusqu'à la révolution jeune turque de 1908, qui va encore une fois amener un épisode de soulagement, de libéralisme et de constitutionnalisme à l'Empire ottoman. Voilà, donc 1876, l'année des 3 sultans, c'est le titre que je donne à ma dernière séance cette année, et cela fera le lien bien sûr avec la dernière année qui se concentrera évidemment sur les dernières décennies de l'Empire, les dernières décennies du XIXe siècle, probablement que nous déborderons jusqu'à la révolution jeune turque de 1908 pour en gros essayer de comprendre la complexité du règne d'Abdulhamid. Donc voici en gros le plan pour cette année, le plan que nous commencerons à appliquer dès la semaine prochaine, lorsque nous commencerons à parler de la modernité dans l'Empire ottoman dans les années 1850. Maintenant que j'ai évoqué la reprise et dessiné les grandes lignes de notre programme pour l'année, pour cette saison, permettez-moi de revenir sur certains des points que je considère être importants de ce que nous avons étudié, analysé, discuté, questionné au début de cette année, pendant la 3e saison de mon cours, sur cette période que j'ai décrite allant de 1839, la proclamation de l'édit des Tanzimates, jusqu'à l'édit de 1856, donc la période des Tanzimates, ou la première moitié de la période des Tanzimates, lorsque l'Empire cessait à cet exercice, cessait à la modernité, à la modernisation, à la transformation. Vous vous souviendrez, 1839, date charnière, d'abord parce que c'est le règne de
d'Abdülmecid qui débute. Mahmoud II, a régné depuis 1808 jusqu'en 1839 et, je le disais un peu avant, il a régné notamment dans la seconde partie de son règne, il a régné en autocrate. Il s'est débrouillé pour minimiser le pouvoir de toutes les forces sociales et politiques qui pouvaient constituer un obstacle à son pouvoir, à commencer par les notables provinciaux. Donc il s'est d'abord arrangé avec eux et ensuite il a usé de la méthode forte pour s'imposer sur ces noyaux de pouvoir dans la périphérie, dans les provinces qui risquaient de mettre en question, de mettre en danger son contrôle sur l'Empire. Donc il y a tout d'abord un effort de centralisation, c'est-à-dire d'essayer de mettre un peu d'ordre dans cet empire qui était, du moins pour ce qui est de son organisation, qui était un peu en déliquescence. D'un certain côté, c'est cette déliquescence, c'est cette fragilité, cette flexibilité, cette souplesse qui explique qu'il ait survécu si longtemps. Il y a en quelque sorte un paradoxe, un empire d'une telle étendue est très difficile à contrôler, surtout avec les moyens de l'époque, et par conséquent, si au XVIIIe siècle, on peut parler effectivement d'une sorte de dilution du pouvoir dans les provinces, c'est un peu cette dilution qui rend possible la reconnaissance, ne serait-ce que nominalement, de l'autorité, de la souveraineté du sultan à Constantinople, parce que les pouvoirs locaux savent très bien que ça ne les engage vraiment à rien et qu'ils peuvent maintenir leur forme de pouvoir économique, fiscale, politique, sociale, sans avoir vraiment à se soucier des réactions du centre. Or, la politique de Mahmoud est beaucoup plus risquée puisqu'il veut centraliser, c'est-à-dire qu'il ne veut plus user de souplesse, il veut au contraire instaurer un système de ça passe ou ça casse, c'est-à-dire de s'imposer par la force dans les provinces. Et on va voir qu'il sera confronté, on a vu qu'il a été confronté à deux crises majeures qui prouvent que c'est un grand échec sur certains points. La Grèce et l'Égypte. L'Égypte surtout, puisque l'Égypte est un problème qui va le hanter jusqu'à sa mort et qui va être responsable de bien des événements et bien des réformes qui seront tentées justement pendant cette période des Tanzimat. Donc la passation de pouvoir est vraiment très importante puisque c'est un autocrate qui s'en va et qui est remplacé par son fils Abdülmecid qui à cette époque-là n'a que 16 ans. C'est un enfant, c'est un adolescent. Il n'a pas une très bonne éducation et par conséquent, la situation est extrêmement avantageuse pour ceux qui peuvent espérer de se forger une sphère d'influence dans le gouvernement, dans l'État, essayer de se tailler en quelque sorte un fief dans l'État ottoman. Et nous le savons, il y a une situation qui est quand même assez chaotique pendant cette première année du règne, puisqu'on ne sait pas exactement où le sultan va aller. Certains essayent de le manipuler, mais apparemment il résiste. Et en gros, il y a deux grandes tendances. L'une que l'on peut appeler conservatrice, représentée par des gens comme Husrev Pacha, qui voudrait tout simplement asseoir le pouvoir des grands dignitaires sans trop modifier le système. Tout au plus, veulent-ils s'assurer une sorte de garantie pour la vie, pour les biens, pour leur poste
quelque chose qui était constamment en danger sous Mahmoud, donc ils veulent quand même être plus ou moins défendus dans leur position, mais cela étant dit, ils ne veulent pas non plus s'engager dans beaucoup de transformations. Et puis vous avez les modernistes, et vous avez notamment Mustafa Reşit Pacha, qui est l'homme d'État que l'on associe le plus facilement avec la promulgation, la proclamation de l'édit des Tanzimat, un homme relativement jeune, il a dans les 30 ans encore, à cette époque-là, qui a fait ses classes en Occident. Non pas ses classes vraiment, mais qui a été formé par des missions diplomatiques. Il a été envoyé plusieurs fois à Paris et à Londres en tant qu'ambassadeur, et il tient le portefeuille des affaires étrangères depuis quelque temps. Il est reconnu comme un peu le visage occidental de l'Empire. Et il en a profité pour se créer des liens, des réseaux, des amitiés, des rapports en Occident. Il est en très bons termes avec les hommes d'État français, mais surtout britanniques. On sait qu'il est très proche de Palmerston, de Ponsonby. Il est très proche de la politique britannique de l'époque. Et bien sûr, il y a derrière tout ce chaos, il y a le spectre de Mohamed Ali, le spectre de l'invasion possible, puisqu'il ne cesse d'avancer. À peine quelques jours avant la mort de Mahmoud, les armées ottomanes ont été complètement défaites à Nizib par les armées du pacha égyptien, menées par son fils Ibrahim Pacha. Le danger est imminent. Mahmoud meurt sans savoir que son armée a été défaite. Mais vous vous souviendrez peut-être, à peine 3 jours après sa mort, le grand amiral prend le commandement de la flotte et l'emmène en Égypte, c'est-à-dire qu'il fait défection et il offre à Mohamed Ali la flotte ottomane. Donc la situation est vraiment désastreuse. Et nous l'avons vu déjà en 1833, les Égyptiens ont la possibilité d'avancer jusqu'à Cutaria et de menacer Constantinople. Et si l'Empire a été sauvé en 1933, c'est essentiellement parce qu'il a accepté de se mettre sous la protection de la Russie. Donc en 1939, vous avez un empire qui vient d'assister à la succession au trône avec un très jeune sultan. Vous avez 2 partis en lice. Vous avez le danger d'une invasion égyptienne et de la destruction pratiquement de l'Empire ottoman. C'est donc dans ces conditions-là que va se jouer la carte de cette réforme que l'on appelle la réforme des Tanzimat. Et je pense que vous vous souviendrez que je m'étais étendu pendant au moins 2 leçons sur le texte même et sur les conditions dans lesquelles cet édit avait été d'abord pensé, ensuite rédigé et enfin proclamé. J'avais utilisé pour cela bon nombre de sources, jusqu'au magnifique dessin du prince de Joinville, dont franchement je dois admirer le coup de pinceau. Je vous avais montré le lavis que j'avais trouvé, dont j'avais fait l'acquisition, un lavis qui décrit, qui représente les oulémas, ces membres du clergé, entre guillemets, ottoman, assistant à cette cérémonie lors de la proclamation des Tanzimat. Et vous vous souviendrez que c'était quand même une caricature, mais dans le sens fort, un portrait chargé, un portrait extrêmement parlant du consternement, de la déception, du questionnement de ces dignes
membres de la profession cléricale devant un document, un texte qui était en train de chambouler en quelque sorte l'ordre normal des choses. Donc j'avais utilisé aussi la description textuelle du prince de Joinville, qui avec un humour très caustique se gaussait un peu des tendances libérales des auteurs des Tanzimat, mais j'avais surtout proposé de lire l'édit, de lire le texte, de le lire non pas en turc parce que mais de le lire en français parce que nous disposons de quelque chose qui est extrêmement important. Nous disposons d'une traduction officielle qui a été produite immédiatement après ou pendant la proclamation de l'édit et qui a été distribuée aux diplomates en poste à Constantinople le lendemain de la proclamation. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'immédiat de l'action? C'est que ce n'est pas une traduction de philologue, ce n'est pas une traduction d'un historien qui 10 ans, 20 ans ou un siècle après s'essaierait à interpréter un texte. C'est une traduction officielle, c'est le texte, c'est le message que la Sublime Porte, que le gouvernement ottoman désirait proposer aux diplomates, en sachant, en leur demandant d'ailleurs, de faire passer le message à leurs gouvernements respectifs en Europe. Or, cette traduction, donc cette traduction authentique, en quelque sorte, nous a permis de nous pencher sur l'utilisation de certains termes, comment patrie était traduite par Vatan, ou comment certains termes, tels institution en français, n'avaient pas d'équivalent dans le texte turc. C'est un point important. Vous vous souviendrez de ce que j'ai dit un peu avant, en disant que la modernité ottomane, et encore une fois turque, pêche énormément par l'absence de fortes institutions, d'institutions solides, fortes, reconnues, implantées, légitimées, avec assez de puissance pour pouvoir s'imposer sur des velléités politiques qui outrepasseraient en quelque sorte les limites des règles du jeu, qu'ils soient constitutionnelles ou autres. Et par conséquent, je pense qu'il est intéressant de voir qu'en 1839, la langue turque utilisée par les auteurs des Tanzimat ne possède pas d'équivalent d'institution. Et si vous regardez les dictionnaires de l'époque, vous allez voir des paraphrases, des choses qui ont été établies, etc. Mais le terme n'existe pas. Je pense que c'est important, mais ça n'est pas que ça. Nous nous sommes penchés aussi sur la fréquence avec laquelle le texte parlait vraiment de la charia, puisque je vous ai dit, et c'était un peu le point fort de la discussion, je vous avais proposé de remettre en question l'interprétation d'un historien des années 90, Boutros Aboumaneh, qui avait, dans les années 90, avait proposé une lecture alternative des Tanzimat en disant trêve de nous enfoncer dans l'illusion d'un texte qui aurait été concocté, créé de toutes pièces par Mustapha Reşit Pacha et qui se serait inspiré de la politique, du discours politique et de la tradition politique et juridique occidentale. Ce que nous avons devant nous est un texte du cru, un texte qui a été rédigé par des gens qui étaient profondément attachés à une mouvance confrérique de l'époque extrêmement puissante, celle des Naqshbandi Khalidi ou des Naqshbandi Mujaddidi Khalidi,
une confrérie qui était effectivement extrêmement présente dans l'Empire ottoman dans les années 1820 et 1830. Donc Abou Mané nous proposait de lire dans les Tanzimat quelque chose qui n'était absolument pas en relation avec une rhétorique et une pratique occidentale, mais qui s'inspirait directement de la philosophie islamique et de la philosophie traditionnelle de l'État ottoman. Et j'avais tenté, et je pense y avoir réussi, j'avais tenté de démontrer que c'était tout le contraire. C'est-à-dire que, d'une part, il n'y avait aucun indice concret qui permettait de lier le texte à cette philosophie, ou de lier les acteurs de l'époque à cette mouvance confrérique, notamment en ce qui concerne le sultan, sa mère, ou Mustapha Rechid Pacha lui-même. Et d'un autre côté, j'avais insisté sur les indices concrets que j'avais appelés des smoking guns, des armes qui fument encore, l'arme du crime qui fume encore. Je les avais mis en relation avec des textes de la plume de Mustapha Rechid Pacha, notamment ce mémoire qu'il avait soumis à l'attention de Palmerston en août, donc quelques mois avant le décret, et juste avant son départ de Londres pour Constantinople. J'avais ensuite étudié le procès-verbal qui précédait l'édit des Tanzimat. J'en avais discuté la date parce qu'on ne la connaissait pas. Je ne la connaissais pas encore non plus. Mais en gros, je vous avais proposé, et j'avais un magnifique schéma pour cela, je vous le redonne, ça m'avait amusé en quelque sorte de dessiner les Tanzimat, je vous avais proposé un schéma qui, sans renier le fait que la philosophie islamique et la tradition politique ottomane, évidemment, était là, derrière ces individus, c'était une arrière-pensée, ça faisait partie de leur culture, mais en gros, je pense avoir démontré que la partie en grâce, les flèches épaisses, les cadres épais décrivent un réseau qui se relie avant tout à l'Occident, à la crise égyptienne, à la politique britannique, au rôle central joué par Mustapha Rechid Pacha et qui finit par déboucher sur cet édit de 1839. Je suis très fier de pouvoir dire que j'ai pu tirer de cette discussion, et c'est pourquoi je vous en suis reconnaissant, cette discussion en deux temps, en deux leçons. J'en ai tiré un article qui dépasse de beaucoup le volume de la discussion, puisque je crois avoir dépassé une 60aine de pages. Je l'ai soumis à la revue d'études turque Tursika, qui l'a accepté. Elle paraîtra donc, cette étude, dans le courant de l'année prochaine. C'est encore une fois pour moi l'occasion de vous montrer à quel point j'essaye autant que possible de maintenir en tandem mon cours et mes recherches, c'est-à-dire de nourrir mon cours de mes recherches, et vous en avez vu beaucoup d'exemples, des études pointues sur tel ou tel sujet, mais aussi d'essayer autant que possible de faire l'inverse, c'est-à-dire de développer certaines idées que j'ai présentées, que j'ai testées auprès de vous, et je parle notamment de l'édit des Tanzimat, de les reprendre et d'essayer de les reformuler sous forme d'un article scientifique, et j'ai réussi à le faire pour les Tanzimat, et avec, bien sûr, des choses que je n'avais pas encore en tête lors de notre discussion. J'ai réussi, par exemple, à dater le procès-verbal. Je vous avais dit que j'en avais trouvé un exemplaire qui avait été enregistré après l'édit des Tanzimat. J'ai pu vérifier, et il n'y a pas de mystère, c'est grâce à la presse française que j'ai réussi à faire cela. J'ai réussi à trouver la date exacte à laquelle ce procès-verbal a été ratifié par le Conseil de la Sublime Porte, et c'est à peine 2 jours avant la proclamation de l'édit, ce qui prouve à quel point le système était en train de pousser vraiment le gouvernement à
proclamer cet édit parce que 2 jours de laps, un laps de temps de 2 jours entre le procès-verbal du projet et la proclamation finale, si on y ajoute en plus tout le tralala de la cérémonie si bien décrite par le prince de Joinville, on a bien l'impression qu'il y avait là quelque chose qui cuisait depuis quelque temps dans les fourneaux de Réchid Pacha et qu'il avait réussi finalement à pousser dans le mécanisme, dans le système étatique en in extremis, à peine 2 ou 3 jours avant la proclamation, et qu'il avait réussi en quelque sorte son défi et avait réussi à convaincre ses collègues d'accepter la proclamation de cet édit en ces termes. Donc cet article reprend cette discussion, l'étoffe encore plus et formule d'une manière un peu plus claire l'objection que je faisais à la thèse d'Abou Manet. Je crois que, en gros, je l'ai plus ou moins démoli, gentiment, tout en lui reconnaissant le mérite d'avoir obligé les historiens à penser à d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu indépendamment d'un facteur dominant, celui de l'influence occidentale. Donc avec cet article, je pense non pas d'avoir terminé la discussion sur les Tanzimat, mais d'avoir ramené cette discussion en invitant mes collègues, ceux qui s'y intéressent, à revoir un peu ce que nous savons des Tanzimat en maintenant une certaine méthodologie, une certaine rigueur méthodologique, c'est-à-dire en se servant d'indices concrets sans être trop facilement tenté par des spéculations, des extrapolations qui pourraient déboucher sur des thèses fortes, aguichantes, fort intéressantes, mais qui restent extrêmement difficiles à prouver. Donc, encore une fois, je vous remercie, puisque c'est en grande partie grâce à vous, grâce à ce contact avec ce public, que j'ai pu rédiger cet article et amener donc mon cours à nourrir un projet de recherche. D'ailleurs, et je crois que ça s'inscrit tout à fait dans la continuité de ces rappels, puisque mon article se terminait par la constatation que je faisais de la possibilité que Barachin, vous vous souviendrez peut-être du bon docteur Barachin avait probablement lui aussi contribué à la rédaction, ou du moins à la germination de l'idée des Tanzimat en 1838, à une époque où il était très proche de Mustapha Réchid Pacha. Et ça a été l'occasion pour moi de promettre à mes lecteurs, en supposant que cela les intéresse, de promettre à mes lecteurs de donner suite à cet article sur les Tanzimat avec un article sur le cas Barachin. Le cas Barachin qui n'a absolument pas été étudié, sauf très vaguement par un auteur turc, mais uniquement dans sa dimension conflictuelle avec Mustapha Réchid Pacha dans les années 1840. Alors que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cet aventurier, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de décrire cet individu, je vous rappelle que c'était un ancien chirurgien de l'armée napoléonienne qui avait cherché le succès un peu partout. Il s'était exilé en Perse et avait servi un des princes Kadjar, un des fils du Shah d'Iran. Il était rentré à Paris pour exercer la chirurgie dentaire. Ensuite, voulant à nouveau, il avait été nommé intendant civil à Oran, et il avait produit des textes assez intéressants qui prenaient un peu le parti des indigènes
en Algérie et remettait en question la légitimité de l'occupation française. Et ensuite, en 1938, il avait débarqué à Constantinople. Son intention était apparemment d'aller jusqu'en Iran, mais il avait réussi à attirer l'attention de Mustapha Rechid Pacha. Et je vous avais raconté un peu comment il avait pondu une vingtaine de projets, certains tout à fait anodins, d'autres complètement fantasques, mais certains qui avaient reçu l'attention, l'écoute des classes dirigeantes, et notamment de Mustapha Rechid Pacha. Et par conséquent, j'avais trouvé très intéressant, et je trouve encore très intéressant, et je crois que ça fait partie justement de ce questionnement des mécanismes de l'État et du gouvernement dans l'Empire ottoman pendant la période des Tanzimat. J'avais trouvé fascinant de voir qu'un aventurier ait pu réussir, et il n'était pas le seul. Il y a aussi Joseph Mathurin-Corre, il y a Louis Brun d'Aubignos, il y a un certain nombre comme ça d'anciens grognards, d'anciens militaires, d'anciens ingénieurs qui cherchent fortune, un peu comme les Saint-Simoniens en Égypte, qui cherchent fortune en Orient et qui, certains, arrivent à se caser en vendant en quelque sorte leur savoir, leur expertise, leur expérience dans certains domaines, et qui arrivent à convaincre les Ottomans de les employer et de suivre les conseils qu'ils leur donnent. Or, j'avais insisté sur le côté un peu naïf, un peu décevant de tout cela, et cela s'inscrivait dans mon estimation d'une grande naïveté, d'une grande superficialité de la modernisation ottomane pendant la période initiale des Tanzimat. Je vous avais donné beaucoup d'exemples où on arrivait parfaitement à imiter l'objet convoité, on arrive à se créer des médailles et des décorations qui ressemblent aux décorations occidentales, on arrive à se créer une monnaie d'une qualité parfaite qui devrait avoir cours, mais on arrive à se bâtir, et c'est un exemple sur lequel je m'étais étendu, puisque c'est un peu mon dada que de m'intéresser à l'histoire de l'archéologie et de la muséologie dans l'Empire ottoman. On arrive à se créer un musée d'antique, comme on disait à cette époque-là. On arrive à se bâtir une université, mais ce que tous ces projets de civilisation, ce que j'appelle un peu le cahier de charge de la civilisation, de la modernité telle que les Ottomans le concevaient, ce que tous ces projets ont en commun, c'est qu'ils sont pensés un peu trop hâtivement, ils ne sont pas assis sur une base solide, et ils finissent par être extrêmement éphémères. Ce sont des flops. Ce sont des flops. Je vous ai expliqué comment le musée de 1846, il vivote jusqu'en 1848, et après cela, il est complètement abandonné, et ça devient une sorte de dépôt où l'on entasse des antiquités sans même tenir compte de leur provenance, etc. Donc, c'est vraiment la forme qui l'emporte sur le contenu. Pareil pour l'université, un magnifique bâtiment est bâti juste à côté de Sainte-Sophie, il n'est même pas inauguré, et en 1863, lorsqu'on finalement décide d'inaugurer l'université, elle ne durera qu'un an. Donc, à chaque fois, la réforme monétaire, elle est immédiatement faussée par la tentation du papier-monnaie et par conséquent par une inflation galopante qui chasse du marché la bonne monnaie, c'est-à-dire la monnaie dont on était si fier en 1844, les Médjidi, etc. Bon, les exemples abondent. Donc, d'un côté, vous avez des cas comme le cas Barachin qui prouvent bien que les Ottomans n'ont pas assez de
culture politique, de culture en général, pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, et que par conséquent, il leur faut quelque temps pour réaliser que les projets un peu loufoques de Barachin sont en fait irréalisables. Et par la suite, vous vous souviendrez que Barachin, déçu, trahi, selon lui, par Moussa Rechid Pacha, va se retourner contre l'Empire ottoman, et il va être un des premiers, et c'est pourquoi il m'intéresse particulièrement, un des premiers à prôner l'égalité totale des sujets de l'Empire ottoman. Une égalité qui va au-delà de celle qui était évoquée à la toute fin de l'édit des Tanzimat, où on rappelait que les clauses de l'édit seront appliquées à tous les sujets, indépendamment de leur religion, mais ce n'était que donc une application de certaines lois. Lui, ce qu'il va prôner, c'est en quelque sorte la constitution d'une fédération des nations qui forment l'Empire ottoman, et une fois que une fois qu'il est à couteau tiré avec Moussa Rechid Pacha, il va se retourner complètement contre l'Empire ottoman, et il va faire de cette idée d'une émancipation des nations un projet de partage de l'Empire ottoman. Donc, voir ces hauts et ces bas, voir à quel point l'élite gouvernementale, l'élite dirigeante de l'époque était peu capable de discerner ce qui clochait dans certains projets, peu capable de penser par elle-même un projet solide sur lequel asseoir une transformation de l'Empire à long terme, c'est quelque chose qui me paraît à la fois très intéressant, même si c'est un peu déprimant, mais aussi extrêmement important pour comprendre la suite des événements. Et c'est donc comme ça que je relie, si vous voulez, mon sujet et mes rappels au sujet que je vais tenter d'aborder cette année, celui de la modernité galopante des années 1850. Je pense avoir établi une sorte de passerelle entre ces rappels et les sujets à venir, et je me réjouis par conséquent de vous retrouver dans très peu de temps, dans une semaine, par le biais de cet enregistrement et de tout ce bazar virtuel, de vous retrouver tous en très bonne santé et dans une semaine pour parler des années 1850 et de la ruée vers l'Occident. Je vous remercie et à très bientôt.